Je m'appelle Joshua Bennett. J'ai 32 ans. Il y a quelques semaines, j'ai entendu mon propre père dire que j'étais trop embarrassant pour être vu avec la nouvelle belle famille de mon frère. J'étais debout dans le couloir, agrippé à une tasse de café tiède, quand sa voix a traversé l'air depuis le salon. La belle famille de ton frère est composée d'élite. Tu vas nous humilier. Tu comprends, Joshua? Ne gâche rien. Il l'a dit comme si j'étais un problème à gérer, une tâche sur la moquette qu'il n'arrivait pas tout à fait à nettoyer. Avant que je vous raconte le moment où la Terre les a engloutis, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'adore lire les différents endroits où mon histoire voyage. Je me suis figé. Le plancher de notre vieille maison coloniale, dans la banlieue de Chicago, grince toujours, alors je suis resté parfaitement immobile. Je connaissais ce ton. C'était la voix du « manager Thomas ». La voix qu'il utilisait pour conclure un contrat ou discipliner un subordonné. Sauf qu'il ne parlait pas à un employé. Il parlait de son plus jeune fils. Mon frère Ethan venait de se fiancer à une héritière milliardaire, Leah Harrington. C'était le genre de femme qu'on voit dans les magazines glacés, ceux qu'on trouve dans les salons de première classe des aéroports. Et soudain, ma vie de geek désordonné était devenue une menace pour leur nouvelle image rutilante. Il se fichait que je passe mes nuits à reconstruire des modèles de revenus pour des entreprises en faillite. Il se fichait que je répare des systèmes défaillants qui sauvaient des emplois. Pour eux, je n'étais que le type maladroit en sweat à capuche qui posait trop de questions au dîner et ne savait jamais quelle fourchette utiliser pour la salade. Alors, pendant qu'ils remplissaient leurs valises de tenues de créateurs pour une fête de fiançailles du Nouvel An dans un complexe de luxe à Miami, on m'a dit de rester à la maison, de faire profil bas, de rester hors de vue. Ils ne voulaient pas de moi à la fête. Ils ne voulaient pas que je sois près de ceux qu'ils appelaient « l'élite ». Et ils ne voulaient surtout pas que quiconque sache que je faisais partie de la famille. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette même belle famille, d'élite, travaillait avec moi depuis des mois sous un nom différent. Ils faisaient confiance à mes chiffres pour sauver tout leur empire commercial de la faillite. Et le soir où ma famille a tenté de me cacher, ses beaux-parents ont fini par fixer une photo encadrée dans le hall, reconnaissant mon visage et criant mon nom devant tout le monde. Mais je brûle les étapes. Pour comprendre pourquoi ce moment a été comme de l'oxygène remplissant une pièce privée d'air depuis des décennies, il faut comprendre le couloir. J'étais là, à écouter. Ma mère, Karen, faisait les 100 pas. J'entendais le clic-clac de ses talons. Elle était nerveuse. Elle l'était toujours quand l'argent ou le statut social était en jeu. Tom, tu dois être ferme avec lui, murmurait-elle. Sa voix n'était pas malveillante, ce qui rendait la chose pire. Elle était empreinte de pitié. Tu sais comment est Josh. Il va commencer à parler d'algorithmes, ou de taux d'intérêt. Il ne comprend pas les codes sociaux. Les Harrington sont de la vieille aristocratie. Ils sont sophistiqués. Je sais, Karen, a répondu mon père. Je pouvais l'imaginer se masser les tempes. Ethan a travaillé trop dur pour ça. C'est un avocat dans un grand cabinet. Il est sur le point d'entrer dans une dynastie. On ne peut pas laisser la situation de Joshua le tirer vers le bas. C'est ainsi qu'ils appelaient ma vie. Une situation. J'ai regardé mes vêtements. Je portais un jogging gris et un t-shirt graphique délavé. Je ne m'étais pas rasé depuis 2 jours car je travaillais toute la nuit pour un client. Mes yeux étaient injectés de sang. Pour eux, je ressemblais à un échec. Un homme de 32 ans qui passait encore trop de temps sur son ordinateur. Ma tante Linda, qui était venue pour les aider à faire leur bagage, a renchéri. Sa voix ressemblait à une râpe à fromage sur mes tympans. Est-il toujours au chômage? J'ai entendu dire qu'il fait juste du travail en freelance. C'est un mot poli pour sans emploi, n'est-ce pas? Pauvre Ethan. Il doit porter le poids du nom de famille tout seul. J'ai serré plus fort ma tasse de café. La chaleur m'a brûlé la paume, mais j'ai accueilli cette douleur. Elle manquerait. Au chômage. C'est ce qu'il pensait. Il ne voyait pas les contrats signés avec des clauses de confidentialité qui traînaient sur mon bureau, à l'étage. Il ne voyait pas les virements bancaires qui arrivaient sur mon compte chaque mois. Des sommes qui feraient passer le salaire annuel de mon père pour de l'argent de poche. Ils voyaient un sweat à capuche, alors ils ont supposé la pauvreté. Ils voyaient le silence, alors ils ont supposé la stupidité. Je vais m'occuper de lui,
a dit mon père, scellant la décision. Il reste ici. On dira au Harrington qu'il a eu un empêchement. Un chat malade, n'importe quoi. On n'a pas de chat, Tom, a dit ma mère faiblement. Alors il a la grippe. Peu importe. Il ne vient pas. Je me suis retiré doucement, enjambant prudemment la lame du parquet qui grinçait. Je suis remonté dans ma chambre, mon sanctuaire. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, lâchant un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis l'âge de 10 ans. Sur mon bureau, mon ordinateur portable ronronnait. L'écran était rempli de lignes de données vert néon. C'était le tableau de bord d'un projet que j'avais baptisé « Projet Phoenix ». Le client était un groupe hôtelier massif qui perdait de l'argent. Il m'avait engagé pour trouver la fuite et la colmater. L'ironie était assez épaisse pour m'étouffer. En bas, ma famille complotait pour me cacher afin de protéger sa réputation auprès des Harrington. En haut, j'étais la seule raison pour laquelle l'Empire Harrington avait encore une réputation à protéger. Je me suis assis dans mon fauteuil ergonomique, mon centre de commandement. J'ai regardé l'invitation qu'Ethan avait jetée négligemment sur le comptoir de la cuisine plus tôt dans la semaine. Celle que je n'étais pas censé toucher. J'en avais pris une photo avec mon téléphone. Gala de fiançailles Harrington et Bennett. Nouvel an. Le complexe Harrington Grand, Miami. Lettres en feuille d'or, papier cartonné épais. Ça sentait l'argent. Ça sentait l'exclusion. Ne gâche rien, avait dit mon père. J'ai regardé les données sur mon écran. Les prévisions de revenus étaient en hausse de 40% grâce au modèle de tarification dynamique que j'avais implémenté la semaine dernière. Je n'allais rien gâcher. C'était moi qui le construisais. Mais il ne le savait pas. Et à ce moment-là, assis dans l'obscurité de ma chambre alors qu'ils discutaient de mon existence honteuse en bas, j'ai pris une décision. Je ne leur dirai rien. Pas encore. Je les laisserai croire que j'étais l'échec. Je les laisserai croire que j'étais le fantôme de la maison, car quand la vérité éclaterait enfin, je voulais qu'elle soit indéniable. Je voulais qu'elle soit publique. Je ne réalisais tout simplement pas à quel point cette opportunité arriverait vite. Je n'ai jamais grandi en pensant que j'étais embarrassant. Enfant, je pensais juste que j'étais différent. Pendant que les autres enfants couraient dans le jardin lors de nos barbecues de famille pour jouer au loup, moi, j'étais assis à la table en plastique, comptant combien de hot-dogs les gens prenaient par rapport au nombre de petits pains restants dans le sac. Je me souviens très bien d'un 4 juillet. J'avais 10 ans. Mon oncle Mike s'occupait du barbecue, transpirant à grosses gouttes. Mon père se tenait à côté de lui, une bière à la main, riant bruyamment d'un match de sport. Je me suis approché d'eux avec un carnet. « Oncle Mike », ai-je dit, d'une voix haute et sérieuse, « tu cuis les hamburgers trop vite. Basé sur le taux de consommation de la dernière heure, nous manquerons de viande dans 20 minutes, mais il nous restera 30% de petits pains. Si tu ralentis la production ou si tu coupes les steaks restants en deux, tu peux optimiser l'approvisionnement. » Les rires ont cessé. Mon père m'a regardé. Il n'avait pas l'air impressionné par mes calculs. Il avait l'air agacé. « Joshua », a-t-il soupiré, la bouteille de bière tintant contre sa bague. « N'analyse pas la nourriture. Mange-la simplement. Va jouer au football avec Ethan. Sois normal. Sois normal. » C'était le mantra de mon enfance. Ethan, 3 ans de plus que moi, était tout ce qu'il voulait. Il était athlétique. Il avait un sourire qui charmait les grands-mères comme les professeurs. Il savait exactement quand rire, quand complimenter la montre de quelqu'un, quand poser des questions sur le golf. Il était l'enfant doré. J'étais l'enfant du « pourquoi ». Pourquoi investissez-vous dans cette entreprise si le ratio dette-revenu est si mauvais? Pourquoi disons-nous que nous n'avons pas de problème d'argent si maman pleure devant la facture d'épicerie? Au début, les gens riaient, puis ils ont cessé de m'inviter dans les conversations. Mes parents me tiraient à part après, « Souris, Joshua. Parle de l'école. N'interroge pas les gens. » L'incident le plus grave, celui qui a vraiment scellé mon sort en tant que paria de la famille, s'est produit au dîner de remise des diplômes de lycée d'Ethan. Nous étions dans un restaurant italien chic. Ethan rayonnait, portant sa toge, entouré de ses proches. J'avais 14 ans. J'étais assis à côté d'un cousin éloigné, fixant le menu. Je ne regardais pas la nourriture.
Je regardais les prix par rapport à la taille des portions. J'ai commencé à poser des questions aux serveurs sur leur structure de partage des pourboires, et si le restaurant payait un salaire décent ou s'il s'appuyait sur le salaire minimum fédéral pour les travailleurs au pourboire. J'étais sincèrement curieux. Je voulais comprendre l'économie du secteur des services, mais j'étais maladroit. Dans mon excitation à montrer au serveur un calcul que j'avais fait sur une serviette, j'ai renversé un plateau qu'il tenait. Un bol de sauce marinara a volé. Il n'a pas touché le sol. Il a frappé la robe blanche immaculée de Madame Henderson, la femme du patron de mon père. Le silence qui a suivi était assourdissant. La sauce rouge coulait sur sa jupe en lin coûteuse comme sur une scène de crime. Le visage de ma mère a pris la couleur de la sauce. Mon père m'a agrippé le bras brutalement. Il m'a fait sortir sur le parking tandis qu'Ethan s'excusait abondamment auprès de la table, charmant tout le monde pour rétablir une bonne ambiance. Dehors, sous le lampadaire vacillant, mon père a sifflé entre ses dents, « C'est exactement ce que je veux dire, Joshua. Tu n'as pas ta place dans ce genre d'endroit. Tu n'as aucune grâce sociale. Tu es un boulet. Un boulet. » Ce mot est resté gravé en moi. En comptabilité, un passif est une dette. Quelque chose que vous devez. Quelque chose qui tire vers le bas votre valeur nette. Après cette nuit-là, j'ai arrêté d'essayer de m'intégrer. Si j'étais un passif dans leur monde social, je deviendrais un actif dans le mien. Je me suis plongé dans les chiffres. Au lycée, pendant qu'Ethan allait au bal de promo et dirigeait le club de débat, j'apprenais seul le codage et l'analyse statistique. À l'université, alors que les autres rejoignaient des fraternités, je réalisais des tests A/B sur des mises en page de sites web pour des petites entreprises qui n'avaient pas les moyens de s'offrir une vraie agence. J'ai compris quelque chose de puissant. Les données se moquent que vous soyez maladroit. Les données se moquent que vous ayez une tache sur votre chemise. Les données ne se soucient que de la vérité. À 25 ans, j'avais lancé Bennett Analytics depuis ma chambre. Ce n'était pas grand-chose au début, juste moi et un ordinateur portable. Mais j'avais un don pour voir des modèles là où d'autres ne voyaient que le chaos. Les hôtels et les centres de villégiature ont commencé à venir vers moi. Ils avaient un problème commun, des frais généraux énormes, une demande fluctuante et des revenus qui s'épuisaient. Je restais assis dans mon minuscule appartement, fixant des graphiques à 3 heures du matin, ajustant les prix et les stratégies publicitaires jusqu'à ce que les courbes finissent enfin par monter. Mais à la maison, rien de tout cela ne comptait. Quand j'ai mentionné avoir décroché mon premier client majeur, ma mère a souri poliment et a dit « Donc, tu fais toujours ce truc informatique ? As-tu pensé à postuler à la banque ? L'oncle Mike pourrait obtenir un entretien. » Mon père a balayé ça d'un revers de main, c'est une phase. Il a besoin d'un vrai travail avec des avantages sociaux. Regarde Ethan. Il vient de devenir associé junior. Ethan s'est lancé directement dans le droit des entreprises. Il a acheté un condo au centre-ville. Il conduisait une BMW en leasing. Il ramenait à la maison des petites amies qui ressemblaient à des mannequins. Il était la success story. Mais voici le secret que je gardais verrouillé dans ma poitrine, brûlant plus fort que n'importe quelle colère. Il y a 3 ans, mes parents ont failli perdre la maison. Papa avait fait de mauvais investissements, ironiquement basés sur des conseils de ses copains de golf plutôt que sur des données réelles. Ils avaient 3 mois de retard sur le prêt immobilier. L'avis de saisie était dans le courrier. Je l'ai trouvé sur le comptoir de la cuisine quand je suis venu pour faire ma lessive. Je n'ai pas dit un mot. Je suis retourné dans mon appartement, je me suis connecté à mon compte professionnel et j'ai créé une société écran appelée Heritage Trust. J'ai contacté leur banque. J'ai remboursé tous les arriérés et mis en place un virement mensuel qui couvrirait 50% de leur mensualité de prêt indéfiniment. J'ai demandé à la banque d'envoyer une lettre disant que cela faisait partie d'un ajustement administratif anonyme provenant du règlement de la succession d'un parent éloigné oublié depuis longtemps ou une erreur administrative en leur faveur. C'était ridicule, mais ils étaient si désespérés qu'ils l'ont cru. Je me souviens du dîner du dimanche suivant. Ma mère pleurait de joie. C'est un miracle, sanglotait-elle. Dieu veillait sur nous. Ou peut-être, a dit mon père en bombant le torse, c'est le bon karma. J'ai toujours été un homme bon. De bonnes choses arrivent aux gens bons. Ethan a levé son verre, à la chance des Bennett. Je suis resté assis là, à manger ma purée, sans rien dire. J'avais sauvé leur maison.
Je payais le toit au-dessus de leur tête, et ils portaient un toast à la chance. J'ai regardé mon père, le soulagement dans ses yeux, et j'ai ressenti un étrange mélange d'amour et de ressentiment. J'avais envie de crier, c'était moi. L'embarras, le boulet. C'est moi qui vous ai sauvé. Mais je ne l'ai pas fait, car je savais que s'il l'apprenait, il serait honteux, ou pire, il ne me croirait pas. Il demanderait où j'ai volé l'argent. Alors, j'ai laissé, Héritage Trust, être le héros. Et je suis resté le fantôme. Je pensais que je pourrais continuer ainsi pour toujours, à être le bienfaiteur silencieux. Mais ensuite, la tempête a frappé, et la tempête avait un nom, Harrington Éveil. La collision de mes deux mondes a commencé par un signal de notification à 3h14 du matin un mardi. J'étais dans mon appartement, à moitié endormi sur un tableur, quand un email est apparu. L'objet était sobre, urgent. Chaîne d'hôtels de taille moyenne dans un état critique. Pouvez-vous aider? C'était de la part de Sam, mon ami le plus proche et la seule personne qui connaissait vraiment l'ampleur de mon entreprise. Sam dirigeait une agence spécialisée dans la gestion de crise pour les marques haut de gamme. Josh, disait le texte en dessous, j'ai un client. Ils se vident de leur sang. Leur système de réservation est un désastre, leur marketing cible le mauvais groupe démographique et ils brûlent du cash plus vite qu'ils ne peuvent l'imprimer. Ils ont besoin d'un miracle. Ils ont besoin de toi. J'ai frotté mes yeux et j'ai répondu, qui est-ce? Harrington Éveil Resorts, est venue la réponse. Je me suis figé. Harrington Éveil. Je connaissais le nom. Tout le monde connaissait le nom. C'était une marque historique. Vieux capitaux, luxe, le genre d'endroit devant lesquels mes parents bavaient dans les brochures de voyage mais où ils ne pouvaient jamais aller. Envoie-moi les données, ai-je écrit. Au cours des 48 heures suivantes, je n'ai pas dormi. J'ai plongé dans leur système. C'était pire que ce que Sam m'avait dit. C'était une catastrophe. Ils s'appuyaient uniquement sur leur réputation alors que leur infrastructure s'effondrait. Leur tarification était statique dans un marché dynamique. Leur site web perdait 60% des clients potentiels sur la page de paiement à cause d'un bug dans l'interface mobile. J'ai construit un plan de sauvetage. C'était agressif. Il fallait démanteler toute leur stratégie publicitaire et implémenter un algorithme de tarification dynamique que j'avais écrit moi-même. 2 jours plus tard, j'étais en appel Zoom avec le PDG. Ici Graham Harrington, a dit une voix. La connexion était uniquement audio car le Wi-Fi de leur complexe était en panne ou encore une chose que je devais réparer. Il semblait fatigué, vaincu. On m'a dit que vous étiez l'architecte qui peut arrêter l'hémorragie. Je peux, ai-je dit, gardant ma voix basse et stable, mais vous devez me faire confiance. Les données vont paraître laides avant d'être belles. Je ne me soucie pas de l'esthétique, a dit Graham. Je me soucie de la survie. Mon grand-père a construit cette entreprise. Je ne serai pas celui qui l'enterrera. Je l'ai bien aimé. Il était direct. Il ne ressemblait pas au riche prétentieux que mon père essayait d'impressionner. C'était un homme avec un poids sur les épaules. Considérez que c'est fait, monsieur Harrington, ai-je dit. Pendant les 3 mois suivants, j'ai vécu et respiré Harrington Éveil. J'étais un fantôme dans leur machine. J'ai réorienté leur budget. J'ai réparé l'expérience utilisateur. J'ai ciblé les voyageurs d'affaires qui prolongent leur voyage pour le loisir, un segment de marché qu'ils avaient complètement ignoré. Les résultats ont été immédiats. L'occupation a bondi de 15% le premier mois. Les revenus ont suivi. Je me sentais bien. Je me sentais puissant. Puis l'univers a décidé de faire une blague. Je suis allé au dîner du dimanche chez mes parents. Je suis entré, m'attendant au sermon habituel sur mes cheveux ou mon manque de carrière réelle. Au lieu de cela, il y avait du champagne sur la table. Ethan était debout au milieu du salon, portant un costume bleu marine sur mesure, tenant une coupe de Dom Pérignon. Ma mère essuyait ses yeux avec un mouchoir. Mon père rayonnait comme s'il venait de gagner au loto. Joshua, tu es en retard, a tonné papa. Il était réellement heureux de me voir, ce qui signifiait que quelque chose d'énorme s'était passé. Viens. Ton frère a des nouvelles. J'ai enlevé mon sweat à capuche. J'ai vu ma mère grimacer devant mon t-shirt en dessous, et je me suis approché. Qu'est-ce qui se passe? Ethan s'est avancé,
ce sourire facile et répété plaqué sur le visage. Je l'ai fait, Josh. J'ai fait ma demande. Et elle a dit oui. C'est génial, ai-je dit sincèrement. Qui est-elle? Ethan avait eu une série de petites amies, mais je n'avais pas encore rencontré la dernière. Leia, a-t-il dit, lâchant le nom comme un lourd lingot d'or. Leia Harrington. La pièce a semblé basculer. La coupe de champagne dans ma main a soudain semblé glissante. Harrington, ai-je répété. Comme dans les hôtels? Exactement, a dit Ethan en bombant le torse. Sa famille possède toute la chaîne. Harrington éveille. Ce sont des rois, Josh. Des rois absolus. Mon père a tapé dans le dos d'Ethan, tu te rends compte? Mon fils épousant une Harrington. Nous allons être tranquilles pour la vie. L'héritage seul. Imagine les relations. C'est la cour des grands. On doit faire bonne impression. Maman s'agitait, redécorant déjà mentalement la maison. On doit avoir l'air présentable. Oh, Ethan, sa bague, était-elle assez grosse? Elle était parfaite, a dit Ethan. Graham, c'est son père, le PDG. Il m'adore. On a joué au golf la semaine dernière. Il a dit qu'il avait besoin d'un esprit juridique aiguisé dans la famille. J'ai failli m'étouffer. Graham, l'homme avec qui j'étais au téléphone presque tous les jours depuis 3 mois. L'homme qui m'avait confié que son conseil d'administration était composé de requins et qu'il avait besoin de moi pour sauver son entreprise. Graham Harrington n'avait pas besoin d'un esprit juridique aiguisé pour jouer au golf. Il avait besoin d'un stratège de données pour empêcher son entreprise de faire un arrêt cardiaque. Et ici, mon frère prétendait être le fils prodige de la famille que j'étais secrètement en train de sauver de la ruine. C'est incroyable, Ethan, ai-je réussi à dire. Ça l'est, a dit papa, se tournant vers moi, son sourire s'estompant légèrement. Maintenant écoute, Joshua. La famille de Leia est une élite. Ils ne sont pas comme nous. Ils sont sophistiqués. Quand tu les rencontreras, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, ne parle pas de tes petits boulots informatiques. Contente-toi d'hocher la tête et de sourire. En fait, a interrompu Ethan, regardant ses chaussures cirées, c'est quelque chose dont on doit parler. J'ai regardé mon frère. J'ai vu l'hésitation dans ses yeux. La lâcheté. Qu'est-ce qu'il y a, ai-je demandé. La fête de fiançailles, a dit Ethan. C'est le soir du Nouvel An dans le complexe phare à Miami. Je connais l'endroit, ai-je marmonné. Je le connaissais intimement. Je connaissais son tarif journalier moyen, ses tendances d'occupation et le fait que le système de climatisation du 4e étage avait besoin d'entretien. Exactement, a dit Ethan. Eh bien, ça va être un événement très médiatisé. Sénateur, investisseur, conseil d'administration. Il a fait une pause, j'ai poussé, il a soupiré. Papa et moi pensons que c'est peut-être préférable si tu ne viens pas au gala principal. Le voilà, le couteau. Ne pas venir, ai-je demandé, la voix plate. C'est juste. C'est beaucoup de pression, Josh, a dit Ethan en posant une main sur mon épaule. Je me suis écarté. Tu deviens anxieux dans les foules. Tu dis des choses étranges. On veut juste que tout se passe bien pour la famille. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai regardé mes parents. Maman regardait la moquette. Papa me fixait, me défiant de protester. On organisera un dîner de famille séparé plus tard, a proposé maman faiblement. Juste nous, sans les gens de l'élite. J'ai regardé Ethan, mon frère, l'enfant doré, le futur gendre de l'homme qui payait mes factures. Vous me désinvitez de votre fête de fiançailles parce que je suis embarrassant, ai-je déclaré. C'est stratégique, Josh, a dit Ethan. Ne le prends pas personnellement. Stratégique? J'ai ri, un son sec et dur. Tu veux parler de stratégie, Ethan? Ne commence pas, a prévenu papa. Ne gâche pas cette soirée pour ton frère. Tu restes ici. Tu ne nous humilieras pas. Fin de la discussion. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. La peur dans leurs yeux. Le besoin désespéré d'appartenir à une classe qui se fichait d'eux. Très bien, ai-je dit. Je ne viendrai pas.
J'ai attrapé mon sweat à capuche et je suis sorti. En rentrant dans mon appartement, mon téléphone a vibré. C'était un email de Graham Harrington. Objet, performance de fin d'année et une faveur personnelle. Je ne l'ai pas ouvert avant d'être rentré. Je me suis assis dans l'obscurité, la lumière bleue de l'écran illuminant mon visage. Cher Joshua, les chiffres sont là. Nous n'avons pas seulement survécu au trimestre, nous l'avons écrasé. Tu nous as sauvés, mon fils. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as redressé ce navire. Nous organisons un gala massif le soir du Nouvel An pour célébrer ce redressement et annoncer l'avenir de la marque. Je te veux là-bas, non pas comme fournisseur, mais comme invité d'honneur. Je veux que le conseil rencontre l'architecte de notre succès. S'il te plaît, dis oui. J'enverrai une voiture. Bien à toi, Graham. J'ai fixé l'écran. Mon frère m'avait désinvité parce que j'étais un boulet. Son futur beau-père m'invitait parce que j'étais le sauveur. Un sourire lent et froid s'est dessiné sur mon visage. Très bien, Graham, ai-je murmuré à la pièce vide. Je serai là. La semaine précédant le Nouvel An a été une étude de contraste. Ma famille était dans une frénésie d'anxiété et de vanité, tandis que je me déplaçais avec la précision froide d'un homme assemblant une arme. Ma mère m'a appelé 3 fois pour prendre des nouvelles au son code pour s'assurer que je ne prévoyais pas de m'incruster à la fête. On veut juste que tu sois à l'aise, Josh, disait-elle, la voix haute et tendue. Tu sais à quel point tu détestes la musique forte. On fait ça pour toi. Je sais, maman, ai-je dit, en tapant sur mon autre écran pour finaliser les projections du T1 pour Harrington Éveil. Je suis très à l'aise. Bien. Oh, papa a acheté un nouveau smoking. Attends de voir ça. C'est. Eh bien, c'est une location, mais ça ressemble à 1 million d'euros. C'est génial, maman. J'ai raccroché et j'ai regardé la housse à vêtements suspendue à la porte de mon placard. Ce n'était pas une location. Après avoir accepté l'invitation de Graham, j'avais appelé Sam. J'ai besoin d'un costume, lui avais-je dit. Pas un costume pour un enterrement. Un costume pour un couronnement. Sam n'a pas posé de questions. Il m'a emmené chez un Italien au centre-ville, un endroit sans enseigne sur la devanture, juste une lourde porte en bois. Le tailleur, un vieil homme nommé Joseph, m'a pris les mesures sans dire un mot. Quand j'ai enfilé le smoking fini au bleu nuit, revers en pointe, doublure en soie, j'ai regardé dans le miroir à 3 pans et je ne me suis pas reconnu. Le sweat à capuche avait disparu. La voûte dorsale avait disparu. Le tissu épousait mes épaules et se resserrait à ma taille. J'avais l'air dangereux. Tu es élégant, patron, a dit Sam avec un sourire. Maintenant, les cheveux. Je suis allé chez un barbier. J'ai rasé la barbe de 3 jours. J'ai coiffé mes cheveux en arrière. Quand je suis sorti dans la rue, respirant l'air froid de décembre, j'ai ressenti un changement dans ma gravité interne. Pendant 32 ans, j'avais cru à leur histoire sur moi, que j'étais maladroit, que j'étais moins que rien. Mais en me tenant là, sentant le poids de la laine coûteuse contre ma peau, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas été maladroit. J'avais été ennuyé. Je n'avais pas été moins que rien. J'avais été sous-utilisé. Puis est venue l'insulte finale. 2 jours avant la fête, Ethan m'a demandé de le rencontrer pour un café. J'ai pensé pendant une seconde fugace qu'il pourrait s'excuser, qu'il pourrait dire « Au diable l'image. Tu es mon frère. Viens à la fête. » Nous nous sommes retrouvés dans un Starbucks. Ethan a vérifié sa montre 3 fois dans les 5 premières minutes. « Écoute, Josh, a-t-il commencé en mélangeant son latte. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien avec tout ça. La famille de Leia. Ils sont intenses. Graham est un type terrifiant. Il mange des avocats au petit déjeuner. J'essaie juste de te protéger de cet environnement. Me protéger, ai-je répété. En me cachant? Ce n'est pas te cacher, a-t-il insisté. C'est gérer les actifs. J'ai failli rire. Gérer les actifs. Tu sais, ai-je dit en me penchant en avant, tu parles beaucoup de Graham. Il est comment? Oh, il est brillant, a jailli Ethan, inventant clairement au fur et à mesure. On a ces longues discussions sur la macroéconomie. Il valorise mes conseils juridiques.
Je pense qu'il me prépare pour un siège au conseil d'administration. J'ai pris une gorgée de mon café noir. Je savais pertinemment que Graham pensait qu'Ethan était un gamin assez plaisant, mais un peu léger. Il me l'avait dit lors d'un appel mardi dernier. Eh bien, bonne chance, Ethan, ai-je dit. J'espère que tu obtiendras tout ce que tu mérites. Merci, frérot, a-t-il dit. Il s'est levé et a sorti son portefeuille. Il a jeté un billet de 20 € sur la table. Le café est pour moi. Achète-toi quelque chose de bien pour le dîner du Nouvel An. Commande une pizza ou un truc comme ça. J'ai fixé le billet de 20 €. Ce n'était pas un cadeau. C'était un renvoi. C'était de l'argent pour faire taire le pauvre parent. Garde-le, ai-je dit. Tu pourrais en avoir besoin. Ne sois pas comme ça, a-t-il ricané. J'épouse une héritière. J'en ai fini avec le besoin d'argent. Il est sorti, la clochette de la porte tinte derrière lui. J'ai ramassé le billet de 20 €. Je l'ai plié proprement et je l'ai mis dans ma poche. Je le garderai. Je l'encadrerai un jour, comme rappel du moment où j'ai tranché le cordon émotionnel qui me liait à son approbation. Je suis rentré dans mon appartement et j'ai fait mon sac. Pas un sac de sport, mais un élégant week-ender en cuir que j'avais acheté juste pour ce voyage. Le matin du Nouvel An, mes parents et Ethan ont pris un vol en première classe, probablement payé par les Harrington. J'ai pris un jet privé que Graham avait organisé. Quand j'ai atterri à Miami, l'air était chaud et sentait le sel et le jasmin. Un chauffeur m'attendait. Il tenait une pancarte qui ne disait pas « Bennett ». Elle disait « L'architecte ». Monsieur Bennett, a-t-il demandé en ouvrant la portière d'un SUV noir. Monsieur Harrington vous attend. Il est très impatient. Merci, ai-je dit alors que nous roulions vers le complexe. Mon cœur commençait à marteler contre mes côtes. C'était ça, le point de non-retour. J'ai sorti mon téléphone. J'ai vu un SMS de ma mère, Josh, nous venons d'arriver. Le complexe est magnifique. Tellement triste que tu ne puisses pas venir à cause de ta grippe intestinale. Repose-toi bien. On t'enverra des photos. J'ai ressenti un éclair de colère, mais je l'ai refoulé. Je l'ai converti en carburant. Grippe intestinale, ai-je marmonné. Nous sommes arrivés à l'entrée de service, comme Graham l'avait demandé. Il voulait me rencontrer en privé avant que le gala ne commence. On m'a conduit dans son bureau, une suite massive surplombant l'océan. Graham se tenait près de la fenêtre. Il s'est retourné quand je suis entré. C'était un homme grand, aux cheveux argentés et aux yeux qui ne manquaient rien. Il m'a regardé, puis mon smoking, et a souri. Joshua, a-t-il dit en tendant la main. Tu as l'air différent que sur Zoom. Meilleur éclairage, ai-je plaisanté. Il a ri. Un rire authentique et tonitruant. Tu m'as sauvé la mise, mon fils. Je le pense vraiment. Le conseil était prêt à m'évincer. Les chiffres que tu nous as donnés. Ils ne nous ont pas seulement stabilisés. Ils nous ont donné un avenir. J'ai juste regardé les données, Graham. Les réponses ont toujours été là. Humilité, a-t-il hoché la tête. Qualité rare, surtout dans ma famille. Il a versé 2 verres de scotch. Ce soir va être énorme. J'ai une surprise pour les actionnaires. Un mur de l'innovation dans le hall principal. Nous mettons en vedette les personnes qui ont rendu cette année possible. Mon estomac s'est retourné. Graham, à propos de ce soir, il y a quelque chose que vous devez savoir. Mon nom de famille, Bennett. Graham a fait une pause, le verre à mi-chemin de sa bouche. Oui, Bennett? Mon frère est Ethan Bennett, l'homme qui épouse votre fille. Graham m'a fixé. Le silence a duré 10 secondes, puis ses yeux se sont agrandis. Ethan, le gamin avocat? Celui qui parle trop de golf? C'est celui-là. Attends. Graham a froncé les sourcils. Ethan m'a dit que son frère était souffrant, qu'il avait des problèmes. Il a laissé entendre que tu étais incapable. Il pense que je le suis, ai-je dit. Il m'a désinvité ce soir parce qu'il pense que je suis un embarras pour vos standards d'élite. Graham a posé son verre violemment. Le bruit a résonné dans la pièce. Son visage s'est assombri, non pas de colère contre moi,
mais d'une réalisation froide et terrifiante. Il t'a caché, a dit Graham doucement. Il a caché l'homme qui a sauvé mon entreprise parce qu'il avait honte de lui. Il ne sait pas, ai-je dit. Aucun d'entre eux ne sait. Il pense que je suis juste un type qui joue sur des ordinateurs dans son sous-sol. Graham m'a regardé, un respect nouveau brillant dans ses yeux. Puis un sourire malicieux et prédateur s'est dessiné sur son visage. Oh, a-t-il dit. Oh, ça va être amusant. Il s'est approché de son bureau et a décroché un téléphone. Céleste, a-t-il dit à sa femme. Changement de plan pour l'introduction. Nous allons avoir besoin du projecteur. Oui, le grand. Il a raccroché et s'est tourné vers moi. Joshua, a-t-il dit. Es-tu prêt à arrêter d'être un fantôme? J'ai boutonné ma veste. J'ai vérifié mon reflet dans la vitre du balcon. J'avais l'air d'un homme qui possédait les lieux. Je suis prêt, ai-je dit. Le Harrington Grand Resort était un palais de marbre et d'or. L'allée était une parade de Bentley, Ferrari et Lamborghini. Mes parents et Ethan étaient déjà à l'intérieur. Je pouvais les imaginer. Papa ajustant sa cravate de location. Maman serrant son sac à main, Ethan scrutant la salle à la recherche de quelqu'un de plus important à qui parler. Ils nageaient dans un aquarium à requins, pensant qu'ils étaient les prédateurs, ignorant qu'ils étaient l'appât. J'ai attendu dans la voiture jusqu'au moment exact que Graham m'avait indiqué par SMS, 20h, le pic des arrivées. La voiture que Graham avait organisée pour mon entrée n'était pas le SUV dans lequel j'étais arrivé. Il avait insisté pour un changement. Une Rolls-Royce Phantom vintage, noire comme la nuit, s'est arrêtée devant le voiturier principal. Le voiturier s'est précipité pour ouvrir la portière. Je suis sorti. Les flashs ont crépité. Pas pour moi spécifiquement, mais pour la voiture, pour le mystère de celui qui était à l'intérieur. J'ai ajusté mes boutons de manchette. J'ai marché sur le tapis rouge, ignorant les chuchotements. À l'intérieur, le hall était caverneux. Un groupe de jazz jouait. Des serveurs en gants blancs se déplaçaient comme des fantômes avec des plateaux de caviar. Et là, ils étaient, debout près de la fontaine, cherchant désespérément quelqu'un à impressionner. Ma famille. Mon père m'a vu le premier. Il a plissé les yeux. J'ai vu la confusion sur son visage. Il reconnaissait la démarche, mais il ne pouvait pas concilier le contexte. Joshua, dans un smoking, sortant d'une Rolls-Royce? Non, ça doit être un sosie. Puis je me suis rapproché. Josh. La voix d'Ethan a coupé le jazz. Ce n'était pas une salutation. C'était un hoquet d'horreur. Ma mère a agrippé le bras de mon père. Oh mon Dieu, il est venu. Il va tout gâcher. Je me suis arrêté juste devant eux. Bonsoir, ai-je dit calmement. Qu'est-ce que tu fous là, a sifflé Ethan, entrant dans mon espace personnel. Son visage était pâle. Je t'ai dit que tu n'étais pas invité. Sécurité. Où est la sécurité? Baisse d'un ton, ai-je dit, ma voix basse mais dure comme l'acier. Tu fais une scène. Pas moi. Tu dois partir, a grondé papa, s'avançant aux côtés d'Ethan. La voix du manager Thomas était de retour, tremblante de rage. Maintenant, avant que quelqu'un te voie, espèce d'ingrat égoïste. Monsieur Bennett? Une voix les a interrompus. C'était un concierge tenant un presse-papier. Il ne regardait pas mon père. Il me regardait. Monsieur Joshua Bennett. Monsieur Harrington est prêt pour la présentation. Il a demandé que vous soyez près de la scène. La mâchoire de mon père est tombée. Quoi? Non, vous voulez dire Ethan Bennett, le fiancé. Le concierge a jeté un coup d'œil à Ethan, puis a vérifié sa liste. Non, monsieur. Le fiancé est à la table 4. Monsieur Joshua Bennett est inscrit comme invité d'honneur. Par ici, monsieur. Le concierge a fait un geste vers la zone de la corde en velours. J'ai regardé ma famille. Leur visage était un masque de choc pur et absolu. Invité d'honneur, a murmuré maman. On se voit à l'intérieur, ai-je dit avant de m'éloigner. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai suivi le concierge au-delà des cordes en velours, dans la section VIP. Je suis resté là, seul, tenant un verre d'eau gazeuse.
J'ai regardé ma famille se faire diriger vers une table près du fond, la table de la famille, mais certainement pas la table du pouvoir. Ils n'arrêtaient pas de tendre le cou, me fixant, chuchotant frénétiquement entre eux. Puis les lumières se sont tamisées. La musique s'est arrêtée. Le projecteur a frappé la scène. Graham Harrington est sorti. Il avait l'air royal. La salle est devenue silencieuse. Bienvenue à tous, a dit Graham dans le microphone. Ce soir, nous célébrons deux choses. Premièrement, l'amour entre ma fille Leia et son fiancé, Ethan. Polis applaudissements. Ethan s'est levé, a fait un signe de la main maladroitement et s'est rassis. Il avait l'air terrifié. Il me fixait. Mais deuxièmement, a poursuivi Graham, sa voix gagnant en force, nous célébrons la survie de cette entreprise. Vous savez tous que nous avons eu une année difficile. Certains d'entre vous dans cette salle ont parié contre nous. Il a fait une pause, laissant la tension monter. Mais nous n'avons pas seulement survécu. Nous avons évolué. Et nous n'avons pas fait ça seuls. Céleste Harrington, sa femme, s'est approchée du micro. Elle était élégante, formidable. Nous l'avons fait grâce à une vision. Une nouvelle façon de voir notre monde à travers les données. Derrière eux, un rideau massif couvrait un mur dans le hall. Nous appelons cela le mur de l'innovation, a dit Graham. Et au centre, se trouve l'architecte de notre redressement. Graham a fait un geste vers le rideau. Tirez-le. Le velours est tombé. Le mur était magnifique. Des cadres dorés, rétro-éclairés. Et juste au centre, plus grand que les autres, était un portrait. C'était moi ou pas la version en sweat à capuche. La version de mon profil LinkedIn, la version professionnelle que je gardais secrète. En dessous, en lettres de laiton en gras, Joshua Bennett, architecte stratégique, le sauveur de notre héritage. Un souffle collectif a parcouru la salle. Joshua Bennett. La voix de Graham a tonné. Où es-tu, mon fils? Le projecteur a balayé la salle. Il m'a trouvé. Je suis resté là, aveuglé par la lumière pendant une seconde. Cet homme, a dit Graham en me désignant, cet homme a remodelé tout notre modèle économique. Il est la raison pour laquelle nos actions ont grimpé de 40%. Il est la raison pour laquelle 5000 employés ont encore un emploi ce Noël. Mesdames et messieurs, le génie derrière Bennett Analytics, Joshua Bennett. Applaudissements tonitruants. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était un rugissement. Les gens se levaient. Des membres du conseil que je reconnaissais des appels Zoom me faisaient signe de la tête. J'ai regardé la table 4. Mes parents étaient figés. Ils ressemblaient à des statues sculptées dans la glace. Ma mère avait la main sur la bouche. Mon père avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Et Ethan. Ethan regardait la photo sur le mur, puis moi, puis Leia. Leia applaudissait furieusement, me regardant avec admiration. Elle s'est tournée vers Ethan et a articulé, « C'est ton frère? Tu as dit qu'il était au chômage. » J'ai marché jusqu'à la scène. J'ai serré la main de Graham. J'ai embrassé Céleste sur la joue. J'ai pris le microphone. « Merci, Graham, ai-je dit. » Ma voix était stable. Ce fut un honneur de travailler avec une famille qui comprend la vraie valeur des personnes. Qui comprend que la valeur n'est pas dans ce que vous portez ou comment vous parlez au dîner mondain. C'est dans ce que vous construisez. J'ai regardé directement la table 4. J'ai pris contact visuel avec mon père. C'est dans le fait de voir la valeur dans des choses que les autres ignorent. J'ai rendu le micro. Les applaudissements ont recommencé. Graham a mis son bras autour de mes épaules, « Viens, laisse-moi te présenter au sénateur. » En descendant de scène, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. Ma famille était toujours assise là, petite, se recroquevillant dans une salle pleine de l'élite qu'ils voulaient si désespérément impressionner. Ils étaient les seuls à ne pas être à leur place. L'heure qui a suivi le discours a été un flou de poignées de main et de cartes de visite. On m'a proposé 3 contrats de conseil avant même que je finisse mon premier verre. Des gens qui n'auraient pas posé un regard sur moi il y a une semaine étaient maintenant suspendus à chacune de mes paroles sur la modélisation prédictive. Mais la confrontation réelle était inévitable. Je les ai vus me coincer près du bar à huîtres. Papa menait la charge, son visage un mélange de rouge et de violet.
Maman traînait derrière, l'air terrifié. Ethan était introuvable, probablement en train de gérer la crise avec Leia. Joshua, a dit papa. Sa voix était tendue, vibrant d'une émotion réprimée. Graham était debout à côté de moi. Il les a vus arriver et s'est raidi. Y a-t-il un problème? Nous devons parler à notre fils, a dit papa, essayant de convoquer son autorité mais échouant. Il a regardé Graham seul. Graham m'a regardé. Tu veux que je reste, Josh? C'est bon, Graham, ai-je dit calmement. Je peux gérer ça. Graham a hoché la tête, a lancé à mon père un regard froid qui aurait pu geler l'enfer, et s'est écarté pour parler à un membre du conseil. Mais il est resté à portée d'oreille. Toi, a commencé papa en me pointant du doigt. Tu nous as fait passer pour des idiots. Je vous ai fait passer pour des idiots, ai-je demandé en prenant une gorgée d'eau. Comment? Tu ne nous l'as pas dit, a sifflé maman en m'attrapant le bras. On n'avait aucune idée que tu faisais ça, que tu travaillais avec eux. Pourquoi tu n'as rien dit? Auriez-vous écouté, ai-je demandé. Ou m'auriez-vous dit d'arrêter de jouer avec mon ordinateur et d'obtenir un vrai travail? Nous nous serions préparés, a lancé papa. Si on avait su que tu étais si important pour eux, nous aurions pu. Nous aurions pu positionner Ethan différemment. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Même maintenant, avec mon visage sur le mur de la renommée, il s'agissait toujours d'Ethan. C'est ça, n'est-ce pas, ai-je dit. C'est toujours une question d'image. Vous ne vous souciez pas de mon succès. Vous vous souciez du fait que vous n'avez pas pu vous en vanter. Tu as humilié ton frère, a crié papa, attirant l'attention d'un serveur proche. Ethan leur a dit que tu étais un raté. Il leur a dit que tu étais mentalement instable pour expliquer pourquoi tu n'étais pas là. Et maintenant il passe pour un menteur. Il est un menteur, ai-je dit. Comment oses-tu? Papa a fait un pas en avant, levant la main comme pour saisir mon revers. Soudain, une main s'est abattue sur l'épaule de papa. Ce n'était pas moi. C'était Graham. Touche-le, a dit Graham, sa voix basse et dangereuse, et je demanderai à la sécurité de vous éjecter de ce complexe si vite que votre tête va tourner. Papa s'est figé. Il a regardé Graham, puis la main sur son épaule. Il a rétréci, physiquement rétréci. Monsieur Harrington, a balbutié papa. C'est une affaire de famille. Nous discutions juste. Tu l'as traité de raté, a dit Graham en lâchant papa avec une poussée. Je t'ai entendu. Laisse-moi te dire quelque chose, monsieur Bennett. Sans ce raté, cette fête n'a pas lieu. Ce bâtiment ne reste pas plein. La moitié des gens dans cette salle seraient en train de mettre à jour leur CV. Graham a regardé maman, puis papa. Je ne peux pas imaginer cacher quelqu'un comme Joshua, a dit Graham, sa voix remplie d'un dégoût authentique. S'il était mon fils, j'aurais crié son nom du haut des toits. Mais vous aviez honte de lui. Nous ne savions pas, a sangloté maman. C'est ça le problème, a dit Graham. Vous n'avez pas regardé. À ce moment, Ethan est apparu. Il avait l'air débraillé. Leia était avec lui et elle avait l'air furieuse. Graham, monsieur, a commencé Ethan en suant. Je peux expliquer. C'était une mauvaise communication. Josh est très privé. Arrête, a dit Leia. Elle s'est avancée et m'a regardé. Tu es Joshua. Je le suis, ai-je dit. Ethan m'a dit que tu étais au chômage. Il m'a dit que tu étais lent. Elle a dit le mot en dégoulinant de venin. Il a dit que c'était pour ça qu'on ne pouvait pas t'inviter, parce que tu ne comprendrais pas ce qui se passait. J'ai regardé Ethan. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Je comprenais parfaitement, ai-je dit à Leia. J'ai compris que je ne correspondais pas à l'image. Leia s'est tournée vers Ethan. Elle a enlevé l'énorme bague en diamant de son doigt. Je n'aime pas les menteurs, Ethan, a-t-elle dit. Sa voix était calme, ce qui la rendait terrifiante. Et je n'aime pas les hommes qui traitent leur famille comme des ordures pour avoir l'air cool devant la mienne. Elle a laissé tomber la bague dans sa paume. On doit se parler. En privé, maintenant. Elle s'est éloignée. Ethan m'a regardé, ses yeux remplis de panique et de haine. Tu as fait ça, a-t-il articulé sans voix.
Non, ai-je dit simplement. C'est toi qui l'as fait. Ethan a couru après Leia. Mes parents sont restés là, isolés au milieu de la salle de bal. La foule d'élite tournoyait autour d'eux, les ignorant complètement. Ils avaient l'air petits, vaincus. Joshua, appelait des mamans en tendant la main vers moi. S'il te plaît, aide-nous à réparer ça. Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme qui m'avait regardé compter les saucisses et m'avait dit d'être normal. J'ai regardé l'homme qui avait sifflé contre moi sur des parkings. J'ai réparé l'entreprise, maman, ai-je dit doucement. Je ne peux pas réparer ça. J'ai tourné le dos et j'ai marché vers Graham, qui attendait avec un sourire et 2 coupes de champagne frais. À l'architecte, a dit Graham en faisant teinter son verre contre le mien. À l'architecte, ai-je répondu. J'ai pris une gorgée. Ça avait le goût de la victoire. Ça avait le goût de la liberté. 6 mois. C'est le temps qu'il faut pour qu'un monde tourne complètement sur son axe. Si on m'avait dit il y a un an que je serais debout sur le balcon d'un Pantouz au centre-ville de Chicago, regardant la ligne d'horizon avec une tasse de café artisanal à la main, un café que je n'avais pas à m'inquiéter de pouvoir me payer, j'aurais ri. J'aurais ajusté mon sweat à capuche, regardé mes chaussures et vous aurais dit que les types comme moi n'ont pas de pantouse. On a le sous-sol. On a la situation. Mais ici j'étais. Le vent du lac Michigan était froid, mais les planchers chauffants de mon appartement me gardaient au chaud. Dans le garage, garé sur une place réservée spécifiquement à l'unité 401, il y avait une Porsche 911 Carrera. Elle était gris ardoise, sobre, mortellement rapide. Je ne l'ai pas achetée pour frimer. Je l'ai achetée parce qu'à chaque fois que je tournais la clé, le moteur rugissait avec un son qui me rappelait que j'étais aux commandes. Pour la première fois de ma vie, j'étais sur le siège conducteur. Mon téléphone a vibré sur la rampe en verre. C'était une notification de ma banque. Une autre commission de Harrington et Veil venait d'être versée. Mais il n'y avait pas que désormais. Depuis l'article dans Forbes intitulé « L'architecte caché, comment Joshua Bennett a sauvé un héritage », ma boîte de réception était devenue une zone de guerre d'offres. Chaîne hôtelière à Dubaï, start-up technologique dans la Silicon Valley, même une demande frénétique d'une compagnie aérienne qui perdait du sang. Je n'étais plus au chômage. J'étais cher. Mais le succès a une façon amusante de clarifier qui est vraiment dans votre camp. Quand vous êtes fauché, les gens vous ignorent. Quand vous avez du succès, soit ils vous envient, soit ils veulent quelque chose de vous. Et ma famille. Ils se noyaient. Je ne leur avais pas parlé depuis la nuit du gala. J'avais bloqué leur numéro le lendemain matin. C'était un geste dur, je sais. Certaines personnes pourraient dire qu'il est cruel de couper les ponts avec sa propre chair et son propre sang, mais je voyais cela comme un chirurgien retirant des tissus nécrotiques. Vous ne gardez pas la pourriture juste parce qu'elle est attachée à vous. Vous la coupez pour que le reste du corps puisse survivre. Cependant, le silence n'arrête pas le désespoir. Je suis rentré, les portes vitrées automatiques coulissant derrière moi. Mon assistante, une jeune femme vive nommée Sarah, attendait dans le salon, qui servait aussi de bureau à domicile. « Vous avez un visiteur » a dit Sarah, l'air mal à l'aise. « Il dit qu'il est votre frère. Il est dans le hall. La sécurité ne le laissera pas monter sans votre approbation. » J'ai fait une pause. Ethan. Je me suis dirigé vers le panneau d'interphone sur le mur. J'ai appuyé sur le bouton pour le flux vidéo. Le voilà. L'enfant doré avait l'air terni. Ethan portait un costume, mais il avait l'air d'avoir dormi dedans. Sa cravate était lâche. Il avait des cernes sous les yeux qu'aucune quantité d'anti-cernes ne pouvait cacher. Il se disputait avec le portier, gesticulant sauvagement. Le charme qui avait fonctionné sur les grands-mères et les professeurs pendant 35 ans ne fonctionnait pas sur un portier payé pour garder les indésirables à l'extérieur. Je l'ai observé pendant un moment. Une partie de moi, celle qui avait encore 10 ans et voulait que mon grand frère joue au ballon avec moi, a ressenti un pincement de pitié. Mais ensuite, je me suis souvenu du café. Je me suis souvenu du billet de 20 € qu'il m'avait jeté. Je me suis souvenu de lui disant à Leia que j'étais lent. Laissez-le monter, ai-je dit à Sarah, mais dites à la sécurité d'attendre devant l'ascenseur. 3 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Ethan est entré dans mon Pantouz. Il s'est arrêté net.
Il a regardé autour de lui les fenêtres du sol au plafond, les meubles italiens modernes, le serveur massif qui ronronnait doucement dans le coin, encastré dans du verre insonorisé. Il m'a regardé, debout là dans un pull en cachemire et un pantalon ajusté. Bel endroit, a-t-il croassé. Sa voix était cassée. Qu'est-ce que tu veux, Ethan, ai-je demandé. Je ne lui ai pas offert à boire. Je ne lui ai pas demandé de s'asseoir. Un frère ne peut pas juste rendre visite? Il a essayé de sourire, mais cela ressemblait plus à une grimace. Non, ai-je dit. Pas ce frère. Pas après Miami. Ethan a sursauté. Il s'est dirigé vers le canapé et s'y est effondré, sans y être invité. Il a mis sa tête dans ses mains. C'est fini, Josh, a-t-il murmuré. Tout. C'est tout parti. Je me suis appuyé contre mon bureau en croisant les bras. Qu'est-ce qui est parti? Leia, a-t-il dit. Elle n'a pas seulement rompu les fiançailles. Elle a fait l'option nucléaire. Elle a tout dit à tout le monde. Elle a dit aux associés de mon cabinet que j'étais un menteur et un manipulateur. Graham a retiré le compte Harrington de notre cabinet le lendemain. Tu sais combien valait ce compte? Des millions. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux étaient rouges. Les associés m'ont viré, Josh. Ils ont dit que j'étais un risque pour la réputation. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu le condo. Je misais le bail sur le futur bonus que j'étais censé toucher de la fusion. Je n'ai rien. Je l'ai regardé, cherchant la satisfaction. Je pensais que je me sentirais heureux de le voir tomber si bas, mais je ne me sentais pas heureux. Je ne ressentais rien. C'était juste un étranger assis sur mon canapé. Et tu es venu ici? Pourquoi, ai-je demandé. J'ai besoin d'aide, a dit Ethan. Les mots semblaient lui faire physiquement mal. J'ai besoin d'un prêt juste pour me remettre sur pied. J'ai des dettes, Josh. De grosses dettes. J'ai essayé de maintenir le train de vie, pensant que je pourrais réparer ça. Tu veux de l'argent, ai-je dit platement. Je suis ton frère, a-t-il crié, se levant soudainement. On est la famille. Papa fait des palpitations cardiaques à cause du stress. Maman ne peut pas arrêter de pleurer. On s'effondre. Et toi, tu es assis ici dans une putain de tour d'ivoire. Je suis assis ici parce que je l'ai construite, ai-je dit, ma voix montant juste d'une fraction. Je l'ai construite brique par brique pendant que tu disais à tout le monde que j'étais trop embarrassant pour être vu. On essayait de te protéger, a menti Ethan. Il mentait toujours. Arrête. Tu ne me protégeais pas. Tu protégeais ta fantaisie. Tu voulais être la seule success story de la famille Bennett, et tu ne pouvais pas supporter le fait que le frère raté était en fait celui qui tenait les clés du château. Ethan m'a fixé, sa poitrine se soulevant. Écoute, je suis désolé, ok? C'est ce que tu veux entendre? Je suis désolé de ne pas t'avoir invité. Je suis désolé d'avoir pris le crédit. Aide-moi juste. S'il te plaît. J'ai besoin de 50 000 €. C'est tout. Je peux rembourser les cartes de crédit et engager un chasseur de tête. 50 000. La somme exacte du chèque de bonus que je venais de recevoir du client aérien. J'ai regardé le chèque sur mon bureau. Puis j'ai regardé Ethan. Non, ai-je dit. Ethan a semblé avoir reçu une gifle. Quoi? Non, ai-je répété. Je ne te donnerai pas d'argent, Ethan. Parce que si je le fais, tu n'apprendras rien du tout. Tu as passé toute ta vie à glisser sur le charme et les relations de papa. Tu n'as jamais réellement échoué. Eh bien, bienvenue dans le monde réel. Dans le monde réel, les actions ont des conséquences. Espèce de sale égoïste, a ricané Ethan, son visage se tordant dans la laideur. Tu penses être meilleur que nous maintenant? Tu es toujours juste le gamin bizarre qui compte les saucisses. Tu seras toujours seul. Je préfère être seul qu'être un imposteur, ai-je répondu. Sors d'ici. Ethan s'est précipité vers l'ascenseur, mais avant que les portes ne se ferment, il a crié en arrière, « Maman et papa vont perdre la maison. » Tu savais ça? Sans mon aide, ils ne peuvent pas payer les mensualités. J'étais en train de les aider, Josh. Maintenant, je ne peux plus. Donc, quand ils seront à la rue, c'est pour toi.
Les portes se sont fermées. Je suis resté là, dans le silence. Ils mentaient encore. Ils ne les aidaient pas. Je le savais pertinemment, car c'était moi qui les aidais. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable sécurisé. J'ai ouvert le fichier étiqueté « Héritage Trust ». Pendant 3 ans, j'avais anonymement payé la moitié de leur prêt immobilier. Chaque mois. Ils pensaient que c'était la chance. Ils pensaient que c'était Dieu. Parfois, ils laissaient même entendre qu'Ethan leur glissait de l'argent. Et Ethan, étant Ethan, n'a jamais démenti. J'ai regardé le virement programmé pour le 1er du mois. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de la banque. Ici Joshua Bennett, ai-je dit. Code d'autorisation Alpha 9 Victor. J'ai besoin d'annuler un ordre permanent récurrent. Oui, les paiements Héritage Trust. Terminez-les immédiatement et envoyez un avis final aux bénéficiaires. Certainement, monsieur. Devons-nous inclure une raison pour la résiliation? Oui, ai-je dit. Dites-leur, l'architecte a démissionné. J'ai raccroché. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je savais ce qui allait se passer sans cet argent et avec Ethan au chômage. Le château de cartes allait s'effondrer. Ils allaient perdre la maison coloniale avec les lattes de plancher qui grincent. Ils allaient perdre le symbole de statut auquel ils s'accrochaient si désespérément. Mais j'ai réalisé quelque chose de crucial. Je ne les sauvais pas. Je les aidais à continuer. Je payais pour la scène sur laquelle ils jouaient leur cruauté envers moi. Je me suis assis dans mon fauteuil en cuir et j'ai regardé la ville. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de violet et d'or. Mon téléphone a sonné encore. C'était ma mère. J'ai fixé l'écran. Maman appelait. Elle allait pleurer. Elle allait supplier. Elle allait utiliser chaque culpabilisation du livre, après tout ce qu'on a fait pour toi. On t'a élevé. On t'a nourri. Je l'ai laissé sonner. La notification de messagerie vocale est apparue. Je ne l'ai pas écoutée. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai appelé Sam. Salut patron, a répondu Sam dès la première sonnerie. Quoi de neuf? Le mot est liberté, ai-je dit. Annule mes réunions pour demain. Je sors la Porsche. Je vais conduire jusqu'à ce que je sois à court de route. Bon pour toi, a dit Sam. Au fait, Graham a appelé. Il veut déjeuner la semaine prochaine. Il dit qu'il a un nouveau projet, un truc à propos d'une expansion en Europe. Dis-lui que je suis intéressé, ai-je dit. Mais mes tarifs viennent d'augmenter. Je lui ai déjà dit ça, a ri Sam. Il a dit, tu vaux le double. J'ai raccroché et j'ai souri. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi en position fétale. Je n'ai pas fixé le plafond en me demandant si j'étais assez bien. J'ai dormi étalé dans mon lit king size, entouré du bourdonnement silencieux d'une vie que j'avais construite de mes propres mains. Le cauchemar du couloir était terminé. L'aube avait enfin pointé. La route le long de la Pacific Coast Highway est censée être l'une des plus belles du monde. Ils n'ont pas tort. 3 semaines après la confrontation avec Ethan, je me suis retrouvé en Californie. J'avais fait expédier la Porsche là-bas parce que j'avais besoin de voir autre chose que des gratte-ciel. J'avais besoin de voir le bord du continent. Je me suis arrêté à un point de vue sur la falaise près de Big Sur. L'océan s'écrasait contre les rochers à des centaines de pieds en contrebas. L'air sentait le sel et la sauge. Je me suis appuyé contre le capot de la voiture, sentant la chaleur du moteur irradier à travers le métal. Mon téléphone était dans ma poche. Il avait été calme ces derniers jours. La tempête d'appels de ma famille avait enfin fini par mourir. Ils avaient reçu la lettre de la banque. Le « Héritage Trust » était fermé. La révélation les avait frappés comme un météore. J'ai enfin écouté le message vocal que ma mère m'avait laissé le jour où la lettre est arrivée. C'était le seul que j'avais gardé. Joshua. Sa voix tremblait, méconnaissable. On a reçu la lettre. La banque. Ils ont dit que c'était toi. Tout ce temps, c'était toi qui payais l'hypothèque, pas Ethan. Pourquoi? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Elle a fait une pause et je pouvais l'entendre pleurer. On perd la maison, Josh. Papa est.
Il est juste assis dans son fauteuil à fixer le mur. On doit vendre. On doit emménager dans un appartement. S'il te plaît, mon fils, appelle-nous. On est désolé. On ne savait pas. On ne savait pas. C'était leur défense jusqu'à la fin amère. L'ignorance. Mais l'ignorance est un choix quand la vérité est juste devant vous, suppliant d'être vue. Je n'ai pas rappelé. J'ai envoyé une lettre par l'intermédiaire de mon avocat. Elle était brève. Elle indiquait que je ne rétablirais pas les paiements, mais que j'avais mis en place un petit fonds d'urgence unique pour les aider avec les frais de déménagement. C'était assez pour les installer dans un appartement modeste. C'était de la charité, pas du soutien. C'était l'acte final d'un fils faisant son devoir, pas d'un enfant cherchant de l'amour. J'ai regardé l'océan. J'ai ressenti une étrange légèreté dans ma poitrine. Pendant des années, j'avais transporté un rocher sur une montagne, espérant que si je le transportais assez haut, il finirait par applaudir. J'avais laissé tomber le rocher, et je tenais toujours debout. Belle voiture. Je me suis retourné. Une femme se tenait à proximité, prenant une photo de la vue. Elle a abaissé son appareil photo et m'a souri. Elle avait environ mon âge, habillée en tenue de randonnée. Merci, ai-je dit. Elle est nouvelle. Elle te va bien, a-t-elle dit. Tu as l'air de quelqu'un qui apprécie plus le trajet que la destination. J'ai souri. Je pense que je commence à apprécier. Elle a hoché la tête et s'est éloignée vers son sentier. Une interaction simple, pas de jugement, pas d'attente, juste deux êtres humains existant dans le même espace. Je suis remonté dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à un petit complexe à Santa Barbara. Ce n'était pas une propriété Harrington. C'était un concurrent. Je me suis enregistré sous mon propre nom. Ce soir-là, je me suis assis sur la terrasse du restaurant de l'hôtel. J'avais une réunion prévue, mais pas une réunion d'affaires. Graham Harrington est entré sur la terrasse. Il portait un pantalon en lin et une chemise décontractée, ayant l'air bien plus détendu que le PDG que je connaissais en costume. Joshua. Il m'a salué chaleureusement en tirant une chaise. Tu es difficile à localiser. Sam m'a dit que tu étais dans une quête de vision. Quelque chose comme ça, ai-je dit en lui versant un verre d'eau. J'avais besoin de me vider la tête. Compréhensible, a dit Graham. Les problèmes de famille sont le pire genre de problème. Une faillite d'entreprise. Facile. Tu déposes le bilan, tu restructures. Une faillite familiale. Ça laisse des cicatrices. Comment va Leia, ai-je demandé. Graham a soupiré. Elle souffre, mais elle est forte. Elle se plonge dans son travail caritatif. Elle a en fait demandé après toi. Elle voulait savoir si tu allais bien. Dis-lui que je vais bien. Dis-lui que je suis désolé qu'elle se soit retrouvée sous le feu croisé. Elle ne te blâme pas, Josh, a dit Graham sérieusement. Elle se blâme elle-même pour ne pas avoir vu les signes. Nous avons tous nos angles morts. Il a pris une gorgée d'eau. J'ai une proposition pour toi, Joshua, a dit Graham. Je pensais qu'on avait parlé de mes tarifs, ai-je plaisanté. Pas un contrat. Graham a secoué la tête. Un partenariat. Je quitterai mon poste de PDG l'année prochaine. Je deviens président du conseil. J'ai besoin de quelqu'un pour superviser la transformation numérique de toute la holding, pas seulement les hôtels, l'immobilier, la logistique, tout. Il m'a regardé dans les yeux. Je ne veux pas d'un consultant, Joshua. Je veux un directeur de la stratégie. Je te veux au conseil d'administration, avec des parts, tout le tralala. Je l'ai fixé. Directeur de la stratégie. C'était un poste dont les gens travaillaient 40 ans pour s'approcher. Pourquoi moi, ai-je demandé. Vous pourriez embaucher n'importe qui. Des types de l'Ivy League avec des pédigrés. J'ai plein de types à pédigrés. Graham a agité la main avec dédain. Ils me disent ce que je veux entendre. Ils polissent la vérité jusqu'à ce qu'elle brille. Toi. Tu m'as regardé dans les yeux quand je perdais des millions et tu m'as dit que mon bébé était moche. Tu valorises la vérité plus que l'apparence. C'est ce dont j'ai besoin. La vérité plus que l'apparence. C'était l'exact opposé de mon père. Mon père brûlerait la vérité pour garder l'apparence au chaud.
Graham était prêt à briser l'apparence pour trouver la vérité. J'ai une condition, ai-je dit. Nomme-la. Je travaille à distance quand je veux, et je ne porte pas de cravate, sauf si c'est pour une réunion du conseil. Graham a ri en faisant teinter son verre contre le mien. C'est conclu. Bienvenue dans la famille, Joshua. La vraie. La vraie. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôtel, j'ai pensé à cette expression. La famille n'est pas seulement celle avec qui vous partagez l'ADN. Ce ne sont pas seulement les gens qui s'assoient autour de votre table de Thanksgiving parce qu'ils le doivent. La famille, ce sont les gens qui vous voient le vrai vous. Pas la version qu'ils veulent que vous soyez. Pas la version qui les rend beaux, mais la réalité compliquée, brillante et désordonnée de qui vous êtes. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais une dernière donnée à traiter. J'ai ouvert le dossier contenant les photos du gala du Nouvel An. Le photographe les avait envoyées il y a des semaines, mais je ne les avais pas regardées. J'ai fait défiler. Il y avait des photos de la décoration, de la nourriture, des invités. Puis, je l'ai trouvé. Un plan large du moment où le rideau est tombé. Au centre, mon portrait sur le mur de l'innovation, brillant comme un phare. À droite, Graham et Céleste, rayonnant de fierté. À gauche, dans l'ombre, mes parents et Ethan. J'ai zoomé sur leur visage. Ce n'était pas seulement du choc. C'était de la peur. La peur des gens qui réalisent qu'ils ont parié sur le mauvais cheval. La peur des gens qui réalisent qu'ils ont jeté un diamant parce qu'ils pensaient que c'était juste une pierre dentelée. J'ai regardé mon propre visage dans la photo, le vrai moi debout sur scène. Je n'avais pas l'air d'une victime. Je n'avais pas l'air d'un esprit vengeur. J'avais l'air d'un homme qui était exactement là où il était censé être. J'ai fermé l'ordinateur. Je suis sorti sur le balcon de ma chambre. Les étoiles de Californie brillaient au-dessus de moi. Mon téléphone a vibré. Un texte de Sam, Josh, j'ai entendu la nouvelle pour le poste de CSO. Les verres sont pour toi quand tu reviens. Aussi, le nouvel algorithme vient de prédire un pic de 20% pour le T3. Tu es un magicien, Josh. J'ai répondu, pas un magicien, juste un architecte. J'ai posé le téléphone. J'ai pensé au gamin comptant les saucisses au barbecue. J'ai pensé à l'adolescent essuyant de la sauce marinara de la robe d'une inconnue pendant que son père sifflait contre lui. J'ai pensé à l'homme en sweat à capuche caché dans le couloir. J'aurais aimé pouvoir revenir en arrière et dire quelque chose à ce garçon. Je lui aurais dit, tiens bon. Ne rétrécis pas. N'essaie pas de rentrer dans leur petite boîte carrée. Tu es en train de construire un gratte-ciel et ils sont juste en train de fixer le trottoir. Continue de construire. Je m'appelle Joshua Bennett. J'ai 33 ans et je ne suis plus le secret. Je suis la norme. Et quant à ma famille, j'espère qu'ils trouveront la paix. Je l'espère vraiment. Mais ils devront la trouver sans moi. J'ai un empire à construire. Ce que vous venez d'entendre était l'histoire de Joshua. Mais à bien des égards, c'est l'histoire de quiconque a déjà été amené à se sentir moins que rien par les personnes qui étaient censées l'aimer le plus. Il y a 3 leçons critiques que je veux que nous retenions du voyage de Joshua aujourd'hui. Premièrement, votre valeur est inhérente, pas relative. Joshua était un stratège de génie, que sa famille le reconnaisse ou non. Leur incapacité à voir sa valeur n'a pas diminué sa valeur. Cela a seulement diminué leur accès à celle-ci. Ne laissez jamais l'aveuglement de quelqu'un d'autre définir votre vision. Deuxièmement, l'indépendance financière est le bouclier ultime. Le moment où Joshua a cessé d'avoir besoin de l'approbation de sa famille a été puissant. Mais le moment où il a réalisé qu'ils avaient besoin de lui a été le tournant. En construisant tranquillement sa propre stabilité, il a supprimé le levier qu'ils avaient sur lui. Travaillez sur votre propre fondation en silence si vous le devez, pour que lorsque la tempête arrive, vous soyez l'abri, pas la victime. Troisièmement, et peut-être le plus important, la loyauté toxique est un piège. On nous apprend que la famille est tout, que nous devons pardonner et les aider quel qu'en soit le coût. Mais comme Joshua nous l'a montré, parfois la chose la plus saine que vous puissiez faire est d'aimer les gens à distance. Couper le « héritage trust » n'était pas un acte de malveillance. C'était un acte de définition de limite. Vous ne pouvez pas vous mettre en feu juste pour garder les autres au chaud, surtout quand ils se plaignent de la fumée.
Je veux savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille pour sauver votre propre santé mentale? Quel a été le moment où vous avez réalisé que vous deviez vous choisir vous-même? Si vous avez apprécié l'histoire et soutenu le message de la reconquête de votre estime de soi, veuillez commenter le mot « bien » ci-dessous. Ce simple commentaire m'aide à savoir que ces histoires résonnent avec vous et m'encourage à vous apporter plus de récits de force et de rédemption. Merci de votre écoute et rappelez-vous, vous êtes l'architecte de votre propre vie. Ne laissez personne d'autre tenir les plans.